Bonjour à toutes et à tous, vous venez d'embarquer sur les ondes de C'est quoi cette histoire, le podcast qui vous invite à remonter le temps. Je suis ravie de vous accueillir dans ce nouvel épisode de C'est quoi cette histoire, aux côtés de Noémie. Bonjour Noémie, comment ça va ? Ça va très bien, merci. J'aimerais commencer cet épisode en vous révélant une information choc à notre sujet, et plus particulièrement sur la relation que nous entretenons avec Noémie. Alors, ce n'est pas évident à dire, et j'espère que vous ne nous jugerez pas, mais avec Noémie, on adore s'envoyer des cartes postales quand on part en vacances. Voilà, c'est dit. Et oui, la carte postale n'a plus le vent en poupe. Aujourd'hui, les Français ne s'envoient plus que 150 millions de cartes, contre 800 millions au début du XXe siècle. Mais rassure-toi Noémie, nous ne sommes pas les seuls à être habitués à nos cartes postales estivales, puisque 80% des envois ont lieu pendant l'été. Et si la carte postale tombe progressivement en désuétude, c'est qu'elle possède un concurrent de taille, le smartphone, capable d'envoyer des messages et des photos en instantané. Et oui, avant l'apparition de cette fabuleuse technologie, et notamment dans le romantique, vous me voyez venir, les échanges épistolaires étaient assez tendance. Enfin, en même temps, à cette époque, on était bien loin de la 5G, donc pour communiquer, il n'y avait pas forcément 50 000 solutions. Dans ce nouvel épisode de C'est quoi cette histoire, nous allons nous immiscer dans les échanges épistolaires de nos amis les Romains. Alors Noémie, quel genre de lettres s'adressaient nos amis les Romains ? Alors déjà, pour commencer un petit point étymologique, épistolaire vient du latin epistolia qui signifie donc lettre. Voilà. Et les Romains sont effectivement très friands de lettres qui sont aujourd'hui pour nous des documents très précieux puisqu'elles fournissent des renseignements sur les événements historiques, sur la société, sur la vie quotidienne ou tout simplement sur leur manière de penser. On conserve aujourd'hui autour de 800 lettres écrites par Cicéron. Et ce chiffre reste bien loin de l'intégralité de sa correspondance, puisque toutes ne nous sont pas parvenues. Ovide écrit au tout début du 1er siècle après Jésus-Christ ses Pontiques, et donc c'est une œuvre dans laquelle figurent quelques lettres où il demande à l'empereur de revenir sur sa décision. Au début du 2e siècle, Pline le Jeune publie sa correspondance, et bien d'autres empereurs romains ont écrit des lettres. De nombreuses lettres font d'ailleurs partie d'une œuvre littéraire et n'ont jamais vraiment constitué les éléments d'une correspondance réelle. L'intention des auteurs n'était pas de les adresser à un destinataire précis, mais de les rassembler afin de les publier. Mais les personnes comme vous et moi étaient également friands de lettres, donc on conserve aujourd'hui tout un panel de types différents de lettres, donc des lettres officielles comme des recommandations, des remerciements, des services, etc., des lettres d'information, des lettres de félicitations, d'invitation et ce genre de choses. La réflexion de Cicéron sur ce qu'est une lettre est d'ailleurs assez intéressante. Il écrit « Il y a, tu ne l'ignores pas, plus d'un genre de lettres, mais entre tous, le plus authentique, c'est celui auquel on doit l'invention même des lettres, celui qui est né du désir d'informer des absents, quand il était intéressant pour eux ou pour nous qu'ils fussent instruits de quelque chose. » Donc la lettre qui sert simplement à mettre quelqu'un au courant de ce qui se passe dans sa propre vie. Aujourd'hui, si nous désirons écrire un courrier manuscrit, nous n'avons qu'à dégainer notre plus chic stylo bille et notre plus belle feuille de papier et le tour est joué. Mais en romantique, ils étaient démunis de ces objets, alors comment rédigeaient-ils des lettres et quels supports utilisaient-ils ? Pour écrire, plusieurs supports sont disponibles. D'abord les papyri, qui proviennent quasiment tous d'Égypte, mais le papyrus est un support coûteux qui est donc réservé aux documents importants. Sur le papyrus, on écrit avec un calamus, qui est un roseau taillé en biseau, ou avec une penna, qui est une plume d'oiseau que l'on va tremper dans de l'encre noire. On peut également utiliser ce qu'on appelle un ostracon, c'est un tesson de poterie, et on écrit à l'encre dessus. Et ce type de support se prête particulièrement bien à des messages brefs, notamment dans l'armée, quand on veut se faire passer des informations assez rapidement. On utilise également des tablettes en bois, qui ont les bords surélevés, et qui sont enduites de cire. Le texte est gravé sur la cire avec un stylet qui peut être en métal, en bois ou en os, et on peut ensuite utiliser une spatule pour effacer le texte si on a besoin, donc un peu comme nos tablettes magiques quand on était enfant. Et donc pour terminer, on peut utiliser des morceaux d'écosse, donc que ce soit de l'écorce d'aulne ou de bouleau, qui font généralement 1,5 mm d'épaisseur, et on écrit donc à l'encre sur ces morceaux d'écorce. La plume est un petit cylindre en bois de la taille d'une cigarette à peu près.
et son extrémité est pourvue d'un anneau métallique avec une pointe. Les études récentes ont démontré qu'il était possible d'inscrire plusieurs mots en trempant sa plume une seule fois dans l'encre. Et parfois le cylindre est creusé sur la longueur, donc peut-être qu'on pouvait y insérer de l'encre à la manière de nos cartouches, mais on n'a pas encore de certitude totale sur ce sujet, c'est encore à creuser. Et donc plus de 200 plumes ont été découvertes en fouille à ce jour. En fonction de notre interlocuteur, le corps de notre lettre est structuré d'une certaine façon, avec notamment un vocabulaire particulier. Est-ce qu'on retrouve également un souci de la forme dans les écrits des Romains ? Effectivement, les lettres sont très codifiées. Donc elles commencent toutes par une formule d'ouverture qu'on appelle praescriptio. Ensuite, un souhait de bonne santé, formula valetudinis en latin. Et enfin, une formule de conclusion. La formule d'ouverture utilise généralement la troisième personne du singulier pour désigner l'expéditeur et le destinataire. Donc, par exemple, Noémie à Caroline, salut. La formula valetudinis se condense en si vales, bene est, ego valeo, ce qui signifie si tu vas bien, cela est bon, moi je vais bien. Donc c'est assez concis. Quant à la formule de conclusion, elle est des plus simples, simplement vale, porte-toi bien. Des études assez récentes ont montré que 90% des lettres s'ouvrent par des amorces similaires, donc sur ce genre. Et les formules de base sont souvent abrégées. Par exemple, SD signifie salutem dicit, donc telle personne salue telle personne. SMD va signifier salutem magnam dicit, salue énormément. La formula valetudinis, donc on a mentionné tout à l'heure, peut se contracter en SVBE, donc encore plus concis cette fois-ci. L'écriture de lettres fait d'ailleurs l'objet d'un apprentissage complet qui est dispensé par le Grammaticus aux enfants entre 11 et 15 ans. On a d'ailleurs conservé un papyrus qui est appelé le Papyrus Bononiensis, qui date du 4e, 5e siècle après Jésus-Christ et qui garde une trace de ces exercices sous la forme de séries de lettres écrites en grec et en latin. Et donc, on conserve notamment la lettre de Théon, qui a été retrouvée à Oxyrhynchos, qui est bourrée de fautes d'orthographe et de grammaire, et qui contient un caractère un peu enfantin, donc on a émis l'hypothèse qu'il s'agisse en fait d'un entraînement d'écriture à la lettre. Je peux vous lire la lettre, elle est assez courte. Donc, Théon à son père Théon. Bien joué, tu m'as pas emmené avec thé en ville. Si tu veux pas m'emmener avec thé à Alexandrie, je t'écris plus de lettres, je te parle plus, je te souhaite plus ta santé. Mais si tu vas pas à Alexandrie, je prendrai plus ta main et je te dirai plus bonjour jamais. Si tu veux plus m'emmener, voilà ce qui va se passer. Et puis ma mère a dit à Archélus, il m'énerve qu'on le voit plus, t'as bien joué. Tu m'as envoyé des cadeaux, de belles saletés, elles nous ont bien désabusé le 12 que t'es parti. Envoie-moi autre chose, je t'en prie. Si t'envoies pas, je mange plus, je bois plus, voilà. J'espère que tu vas bien le 18 janvier. L'amitié romaine, c'est quelque chose quand même. Exactement. Comment les lettres étaient adressées à leurs destinataires ? Est-ce qu'on y inscrivait leur adresse comme il est coutume de le faire aujourd'hui ? Et est-ce qu'on retrouve l'équivalent de nos facteurs actuels ? Alors, tout d'abord, on va mettre sa lettre dans une sorte d'enveloppe. On va plier des feuilles d'écorce qui vont être mises bout à bout et reliées par des lanières qui sont passées dans des trous, des petits œillets. Généralement, on n'utilise que 2 feuilles, mais parfois plus, et dans ce cas, elles sont repliées un peu comme une carte Michelin aujourd'hui. Le nom du destinataire est écrit sur la première page. Et le tabellarius est donc l'équivalent de notre facteur. Sous l'Empire, les maisons n'ont pas de numéro. Et donc, pour guider le facteur vers le destinataire, on peut lui remettre une tablette séparément qui va donner des indications pour se repérer. Et Martial, dans ses épigrammes, donne un exemple de ce type d'indication qui est fictif, hein, mais qui représente bien ce genre de coutume. Il écrit, par exemple, « Longe le temple de Castor, ensuite celui des Vestales, puis tu verras l'auguste palais où partout le marbre et l'ivoire de notre prince offrent les traits. » Bon, ça c'est Martial. « Dirige-toi vers la chapelle où le vin coule pour Bacchus. Plus loin est le dôme où Cybèle est peinte, etc. Enfin, à gauche, tu verras s'élever le noble portique de l'édifice où doivent s'adresser tes pas. » Voilà, donc c'est un peu une sorte de parcours fléché, on va dire. Et donc dans une tonalité plus prosaïque, le papyrus d'Oxyrhynchos, encore lui, mentionne un guidage réel pour le facteur. Donc destination de la lettre de Rufus, à partir de la porte de la Lune, marche en direction des greniers, et lorsque tu arrives à la première rue,
tourne à gauche derrière les thermes où il y a un temple et va vers l'ouest. Descend les marches, monte les autres et tourne à droite. Et après le péribole du temple, du côté droit, il y a une maison à 7 étages. Et de l'autre côté, une boutique de nasse. Demande là où au concierge et l'on t'informera. Crie ton nom, Lucius t'informera. Voilà. Les tabellari, donc les facteurs, connaissaient très certainement aussi bien leur zone de travail que nos chauffeurs de taxi parisiens, donc ils n'ont pas toujours besoin d'explications de toute façon pour trouver leur destinataire. Et dans le cas d'envoi éloigné, chacun se rend un service pour convoyer les lettres des autres. Surtout au sein d'une même communauté ou d'une même ville, on va confier sa lettre à un voisin ou à un marchand qui va se rendre dans le lieu où habite le destinataire de la lettre. Ou alors, on peut avoir recours à un esclave de confiance ou à un messager qu'on a engagé spécialement pour cette tâche. Et donc, sous la République, les lettres officielles et les lettres publiques suivent le même chemin que les lettres privées. La distribution est parfois très rapide. On sait par exemple qu'une lettre de Jules César qui était stationnée en Bretagne a été délivrée à Cicéron qui était à Rome en 28 jours seulement, ce qui est rapide quand même pour les moyens de l'époque. Et sous Auguste, donc au début de l'Empire, les lettres officielles sont transportées par des coureurs distincts. Un réseau de lieux relais, appelé des mutationes, est mis en place pour que les postillons puissent se reposer ou changer de monture. Donc, je vous renvoie à l'épisode précédent où on a mentionné ce genre d'infrastructure routière. Et donc, ce système est appelé cursus publicus. C'est une poste impériale, finalement, qui fonctionne 24 heures sur 24. Et en moyenne, un messager va parcourir 80 km par jour. Par contre, on sait également que dans des cas très urgents, un messager va parcourir jusqu'à 240 km par jour, ce qui est énorme, sachant que le courrier des particuliers à la même époque parcourt maximum 60 km par jour. Les recherches sur les échanges épistolaires en Rome antique ont permis également d'établir un large corpus de lettres de soldats. Est-ce que tu peux nous parler de leur spécificité ? Les lettres de soldats sont le corpus épistolaire thématique le plus riche qu'on ait mis au jour aujourd'hui. Le mouvement des soldats à travers l'Empire implique une communication à distance avec leurs familles, leurs amis, etc. L'armée romaine possédait d'ailleurs ses propres archives de lettres envoyées et de lettres reçues, qui s'appelle un tabularium, un riche corpus qui date des 1er et 2e siècles après Jésus-Christ, a été mis au jour notamment en Égypte et en Syrie sur des ostracas, donc les fragments de céramique mentionnés tout à l'heure, mais également parfois sur des tablettes de bois en Grande-Bretagne notamment et en Suisse. Le site de Windolanda, donc qui se trouve dans le nord de l'actuelle Angleterre, a permis de mettre au jour environ 2000 lettres et documents recensés. Et les lettres étaient enfouies à 6-8 mètres de profondeur et elles ont été déchiffrées grâce aux infrarouges, ce qui nous permet d'en apprendre un peu plus sur les échanges des soldats avec leurs familles. Donc par exemple, un soldat appelé Solemnis a écrit à son frère Paris un 15 avril et donc il lui écrit « Rapport de la 9e cohorte batave. Tous les hommes sont présents et leur équipement est en ordre. Je t'envoie quelques paires de chaussettes, 2 paires de sandales et des sous-vêtements. Les Bretons n'ont pas d'armure, ils possèdent une bonne cavalerie mais elles n'utilisent pas l'épée. Ces sales petits Bretons ne savent même pas lancer le javelot depuis un cheval. Nos soldats sont à court de bière et je te prie de donner l'ordre d'en faire envoyer. Merci pour ces formidables jours de permission que tu m'as fait passer. Je t'informe que je suis en excellente santé. J'espère qu'il en va de même pour le gros paresseux que tu es, qui ne m'a pas fait parvenir la moindre lettre. » Donc on voit vraiment les échanges affectueux d'un frère avec son frère. Donc c'est vraiment enfin affectueux. C'est tout relatif, mais on trouve également des lettres de femmes de soldats, donc qui sont sur un ton moins professionnel que celui-ci. Par exemple, Sulpicia, l'épouse d'un commandant du fort, invite la femme d'un autre soldat à son anniversaire et elle lui écrit « Ma sœur, je souhaite sincèrement que tu puisses venir chez nous pour mon anniversaire, le 3e jour précédant les ides de septembre, ce qui correspond au 11 septembre. Si tu es présente, tu me rendras cette journée plus agréable encore. Donne le bonjour à ton cher Kyrialis. Je compte sur toi, ma sœur. » Donc, on a vraiment tout un panel d'incursions dans la vie quotidienne de ces habitants du fort de Windolanda, grâce aux lettres. Ce qu'on constate à travers cet épisode, c'est que les Romains portaient beaucoup d'attention et de soin à la rédaction de leurs lettres. Effectivement, l'art épistolaire n'a rien d'une correspondance spontanée, il demande un certain entraînement et même de l'habileté rédactionnelle. Par contre, il se veut quand même un substitut de la présence du destinataire, c'est-à-dire que le fait d'écrire à quelqu'un va rendre cette personne présente, même si on se trouve loin.
Les protestations d'amitié des épistoliers antiques sont d'ailleurs à prendre avec beaucoup de sérieux, lorsqu'ils se disent tu ne m'écris pas depuis, je ne sais pas, quelques semaines. C'est vraiment sérieux, c'est pas pour la forme. Peut-être que le fait de coucher par écrit le nom de la personne à qui s'adresse la lettre fait partager un peu de son existence réelle avec la personne qui écrit. Eh bien, merci à toi Noémie pour toutes ces précieuses informations. Si vous avez envie de creuser davantage le sujet, comme d'habitude, je vous invite à consulter la description de cet épisode pour y découvrir toutes les œuvres de référence listées par Noémie. J'espère que cet épisode vous aura plu et qu'il vous aura donné envie de vous remettre aux cartes postales. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous et à nous envoyer une petite carte. Ça fait toujours plaisir, hein Noémie ? Effectivement. À bientôt Noémie. À bientôt. J'attends ta carte avec impatience alors. Et moi la tienne. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode et d'ici là, portez-vous bien. À bientôt sur C'est quoi cette histoire ?